Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, ravi de vous retrouver. Ça marche? Oui. Nous sommes jeudi 25 mai. 4 mini-vidéos. Je reviens sur l'interview de Macron sur TF1. En commentaire, ça va être Roi de l'Esbrouf, hein, vous allez voir. Ensuite, je partage une vidéo en duo avec un député européen, Monsieur Juvin, qui jusqu'à présent a fait 52 000 vues concernant l'alimentation des insectes. On nous met des insectes dans notre alimentation, mais d'après un brevet chinois, les insectes sont nourris avec du graphène. Alors vous savez, bon, le graphène, beaucoup de choses tournent autour, donc ce monsieur nous en parle. Je reviens également sur Versailles. Versailles, Macron s'entoure de 200 milliardaires pour nous promettre des emplois. C'est une espèce de téléthon, le téléthon des riches. Hein. Mais beaucoup de communication surtout, hein, d'accord. Et puis en dernier, je regarde mon petit papier. J'ai quelque chose de très intéressant, vous allez voir. Je suis tombé sur une vidéo, grosso modo de 2019, quand Zelensky était encore candidat. Enfin, je rappelle déjà que Poroshenko, il y a en 2014, quand il parlait du Donbass, il leur coupait l'électricité, l'eau, les salaires, etc., pour que ces gens vivent dans des caves. Ce sont ces paroles exactes que j'ai retrouvées. Je me souviens d'ailleurs avoir vu certainement une vidéo là-dessus. Et j'ai retrouvé donc la vidéo de Zelensky qui était pro-russe, c'est-à-dire qu'il disait qu'il aimait bien, qu'il y avait des gens très sympathiques parmi les Russes, il n'y avait pas de raison, si les gens voulaient parler russe plutôt qu'ukrainien, il n'y avait aucun problème et tout. Ça, c'est quand il était candidat aux élections, donc il est passé avec 75%, donc vous voyez, très très populaire, très gentil, bien aidé aussi par son feuilleton, hein. Et puis voilà, et puis après, ça a été autrement, quoi. Les gens l'ont élu, si vous voulez, il avait quand même promis de respecter les accords de Minsk, j'y viens souvent, hein. Il devait avoir... oui, les accords devaient être respectés, et puis on a appris par Hollande et par Angela Merkel qu'en fin de compte, leur intention, c'était simplement de donner du temps à l'Ukraine de s'armer. Vous voyez, et donc il s'est fait élire là-dessus, parce que les gens en avaient marre de cette opposition. Vous avez autre chose à faire. Vous savez, dans un pays où on gagne, 200, 250 euros par mois, on aspire à la richesse et non pas à dépenser du fric dans de l'armement et à se tirer les uns sur les autres. Hein, d'accord ? Et donc, eux, ils ont pensé que, voilà, sur la bonne bouille de Zelensky, ça allait se normaliser. Alors, est-ce que derrière, les Américains ont un peu poussé? On ne sait pas. Mais malheureusement, ça a nettement empiré et on en est où on en est aujourd'hui, peut-être à la veille d'une 3e guerre mondiale, ou en tous les cas, pas loin. Bref, je vous laisse avec ces 4 mini-vidéos que j'ai condensées pour vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt. D'accord? Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Si je vous dis autosatisfaction, fatuité boursouflée. Oui, je parle de l'interview de Macron au journal de TF1 de Gilles Boulot du 15 mai. Pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Le pays avance. Quelle contre-vérité. On est en recul partout pour tenter de faire oublier les 2 ans de retraite volée et de se poser en défenseur des classes populaires. Jupiter, enfin je dirais plutôt Jupiter, répète que l'industrie française est à nouveau dynamique. Oui, bien sûr, abracadabra. Notre roi de l'Esbrouf s'est appuyé sur les milliards promis lors du sommet Choose France à Versailles pour vanter les résultats de sa politique économique. Le plein emploi, c'est demain. La preuve, les grands patrons sont là autour de Sa Majesté du vide, bien entendu. Il suffit encore de traverser la rue et faire 1 mètre de plus, nous dit-il. Et la réalité économique, 46 183 entreprises ont fait faillite, soit une hausse de 47,1% en 1 an. Rendez-vous compte. Dans notre pays avance, bien sûr, sur notre industrie, sur notre production d'énergie et même sur notre agriculture. C'est complètement bidon. On a perdu notre souveraineté face à l'Union européenne.
Aux États-Unis, les jeunes diplômés émigrent, les jeunes retraités émigrent. Si ça continue, l'insécurité va nous contraindre à vivre dans des blocos. L'inflation galope, le niveau de vie baisse. Cette réindustrialisation tant vantée va se faire sous l'emprise, si elle se fait, sous l'emprise de capitaux étrangers. Même la langue française est menacée. On pourrait continuer longtemps comme ça. C'est ça, avancer. Puis l'inflation. Ah, il ne peut rien faire. On verra à l'automne. Il est, non pas dilaté, mais déconnecté comme jamais. Ou je dirais comme toujours. Pour reléguer le conflit social qui dure, il a mis en scène ces annonces d'investissement étranger. Ministre de l'économie en 2014, avant d'être élu président, il n'a pas créé d'emplois industriels, il n'a fait que désindustrialiser massivement le pays. En revanche, depuis 2019, la France compte 150 000 livreurs de plus et 600 000 jeunes en apprentissage de plus qui sont sortis des statistiques du chômage. Mais voyons. Et nous sommes le pays de l'Union européenne qui compte le plus de livreurs par habitant et le moins d'emplois industriels par habitant. On peut comparer aussi l'évolution des revenus par habitant, le prix des logements, des services de santé, de la dette. Rien n'évolue dans le bon sens depuis que Fossoyeur Ier est à la tête du pays, mais il est fier de son bilan. Il ne suffit pas de pouvoir se faire livrer des colis ou des repas à domicile pour créer des richesses. Et puis, assembler des batteries à partir de matériaux 100% importés ne créera pas de richesse en France. 3000 références de médicaments manquantes en France, c'est dingue. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil, de l'incapacité, et on avait droit à une logorée verbale. Voilà, toujours dépendant, bien entendu, de Bruxelles pour ses choix. Merci, partagez, au revoir. Centre nerveux humain. Et c'est là que la récente décision de la Commission européenne de développer l'alimentation par insectes de la population européenne, d'autoriser l'intégration d'éléments d'insectes dans un certain nombre d'aliments vendus sur le marché pose problème. Pourquoi ? Parce que la nourriture des insectes, au terme notamment d'un brevet déposé par la Chine, est en partie composée d'oxyde de graphène. Parce que cet oxyde de graphène, déjà présent dans les vaccins à ARN messager largement distribués à l'occasion du Covid, cet oxyde de graphène a des particularités tout à fait particulières. D'abord, c'est un oxydant puissant. Et on sait qu'un oxydant puissant est dangereux pour la santé humaine. Ensuite, c'est une molécule qui présente des particularités tout à fait spécifiques dans certaines conditions, et notamment dans des conditions qui sont celles de la température du corps humain. Elle peut se grouper en macromolécules avec des propriétés de sensibilité aux radiations tout à fait particulières. Ce qui donne le scénario de l'apocalypse suivant. Les nanoparticules d'oxyde de graphène se regroupent dans le corps humain, notamment à proximité des centres nerveux, le cerveau, le cœur, les viscères. Ces nanoparticules peuvent être sensibles à des radiations qui viennent par exemple d'un pacemaker, mais qui viennent aussi des ondes millimétriques qui correspondent à la 5G. Et le scénario de l'apocalypse se dessine, attesté par un certain nombre de publications scientifiques. Si certains voulaient pouvoir créer des états de conscience, si certains pouvaient influer sur le métabolisme humain, mais aussi sur les représentations et sur les connexions nerveuses du corps humain, l'oxyde de graphène leur fournirait une voie royale. Ce n'est pas 1984 et George Orwell qui se profilent, mais nous ne savons encore rien du capitalisme cognitif et du capitalisme qui vise à contrôler les états de conscience d'une population. Au moment où toute l'attention se porte sur la guerre provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine, nous ferions bien de nous intéresser aussi. Bonjour à tous, on va revenir sur Choose France. Alors que la France est enlisée dans une crise sociale et démocratique sans précédent, Emmanuel Macron appelle à la rescousse les grands patrons étrangers pour un immense coup de communication avec son sommet Choose France. Principal thème au programme, la réindustrialisation du pays. Non, attendez, je crois rêver. Depuis quelques jours, le président se veut le chantre du souverainisme. Enfin, pour éviter qu'on parle toujours de la retraite, hein, bien entendu. C'est audacieux. Hein. L'homme qui a contribué à la fuite de l'industrie, celui qui, depuis sa prise de fonction à l'Élysée, a vu signer ou négocier 7 accords de libre-échange, l'homme qui a bradé Alcatel, Alstom, Arcelor, Technip, franchement, c'est de la conversion, c'est une repentance. Hein. Ça aurait pu l'être. Hein. Mais ce plan n'est que du vent.
Dans toutes les communications des ministres, nous pouvons lire, grâce à Choose France, les grandes firmes vont investir 13 milliards 13 milliards dans le pays. Dollars, euros, je ne sais pas. Mais combien paye-t-on pour avoir ces 13 milliards? Oui. Il est en difficulté dans tous les sondages. Il a la peine pour tourner la page de retraite. Il est embourbé dans sa relation avec Zelensky. Il est accusé de liquider l'industrie nationale. Macron ne sait plus trop comment s'y prendre et ressort les vieilles ficelles de communication. Il fait le beau à Versailles au milieu de 200 patrons internationaux, dont le très médiatique Elon Musk, sachant que la France est l'un des principaux demandeurs de censure sur les réseaux sociaux. On en sait tous quelque chose. J'ai dû être censuré 20, 30, 40 fois, je ne sais plus même. Voilà. Donc ils se sont tous royalement installés à Versailles pour un genre de téléthon des riches, prêts à donner à la France, et les promesses font bon train, toujours selon la communication élyséenne, largement relayée par les médias, bien entendu. Investissement par-ci, emploi par-là. Il y en aurait pour 13 milliards et 8 000 emplois. Allons donc. Aurions-nous besoin d'emplois? Le président n'arrête pas de dire qu'avec lui, c'est le plein emploi en France. Expliquez-moi. À condition que l'on compte les chômeurs avec sa méthode à lui, évidemment, pas ceux qui sont en stage ou ceux qui ont été radiés. Donc, si les promesses de dons sont relativement suivies des faits, avec ce téléthon, de Choose France, comment dire, est-ce que c'est vraiment fiable? Les multinationales investissent certes, mais l'État investit également, ou fait des cadeaux ciblés sur les terrains, les dessertes et autres dépenses collatérales. On leur met des trucs clés en main et nous, on dépense pour tout préparer pour que les entreprises aient juste à poser les routes, les ronds-points, etc., les arrivées d'eau, d'électricité, enfin bref. Mais les emplois sont rarement, souvent peu, au rendez-vous, parfois même jamais. En pratique, ces grandes entreprises rachètent les nôtres avec la promesse de limiter la casse en nombre d'emplois. Nous leur donnons même de l'argent pour ne pas qu'elles licencient, et en réalité, elles licencient quand même et ne rendent pas l'argent pour autant. On l'a connu avec des harceleurs, etc., etc. Bref. Voilà, ils ne rendent pas l'argent quand les objectifs ne sont pas atteints, ce qui est quasiment toujours le cas, bien entendu. Voilà. Alors ça marche quand même, quelquefois, heureusement, mais reste à savoir où vont les bénéfices, où sont payés les impôts. S'il n'y a pas d'optimisation fiscale, il y a des sociétés offshore pour amortir le coût exorbitant des taxes et impôts en France. Voilà. Il y a toujours un gouffre entre les annonces faites à l'issue de ces barnums, de ces télétons du Choose France et les réalités du terrain. Voilà. Puis en plus, il faut ajouter la dimension décarbonée à toute installation industrielle. Voilà. Mais bon, la presse se focalise bien plus sur les effets d'annonce que sur les suites des promesses de ces fameux 200 grands patrons. N'oublions pas que la presse est elle aussi largement subventionnée. Donc sincèrement, il faut complètement repenser une refonte complète de la fiscalité et des normes, faire une remise à plat du système et surtout refaire un système éducatif qui fait que nos enfants puissent être capables de tenir des emplois dans des entreprises. Et ça commence par la lecture et l'écriture, et on en est loin. Voilà. Il faut que, si vous voulez, que le choix de l'investissement en France soit un choix pérenne, raisonné, pas pour faire un coup, avoir des subventions de l'État français, et puis au bout de 5 ans, refermer de nouveau l'usine. Voilà. Mais bref. Écoutez, oui, c'est un espèce de téléthon. Vous savez, les gens font des promesses de dons, et puis en fin de compte, derrière, ils ne tiennent pas. Parfois, souvent même, tous ces grands patrons, il y a des promesses, oui, il y a des promesses de création d'emplois, et souvent, pipeau. Allez, sur ce, bonne fin de journée à tous, partagez s'il vous plaît, et puis à très bientôt. Restons éveillés, n'écoutons pas les bobards des médias subventionnés. Ciao. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Quelque chose de très particulier, j'ai retrouvé des images de Zelensky qui est pro-russe. Il dit on est tous du même sang, on est tous frères, etc. Vous allez voir. Mais je vous rappelle quand même un détail. Moi, j'avais noté 2014, Poroshenko est président de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il dit en parlant des gens russophones du Donbass? Chez nous, il y aura du travail. Chez eux, non. Chez nous, il y aura des retraites. Chez eux, non.
Chez nous, on s'occupera des enfants et des retraités. Chez eux, non. Chez nous, les enfants iront à l'école et dans les jardins d'enfants. Chez eux, ils se terreront dans les caves. Parce qu'ils ne savent rien faire, c'est comme ça que nous gagnerons la guerre. Et c'était donc Petro Poroshenko, président de tous les Ukrainiens, et c'était son discours du 14 novembre 2014. Vous voyez, c'est pour vous remettre et comprendre. Donc, à partir du 21 novembre, toutes les institutions de l'État ukrainien cesseront leur activité dans les zones tenues par les séparatistes. Notez ceci dans un coin de votre tête. Donc, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Il y a eu le début de ce conflit, où on a commencé à bombarder les russophones qui se tiraient dans des caves, qui n'avaient pas d'argent, pas de retraite, les institutrices, etc., qui n'étaient pas payées, enfin bref. C'est juste pour remettre, c'est pas question d'être pro-russe, mais de comprendre les défauts de chacun. Avril 2019, élu avec 73% des voix, l'ancien humoriste Zelensky, qui incarne un changement profond. Alors, mais, beaucoup d'incertitudes, mais il est facile de comprendre pourquoi les Ukrainiens ont voté pour Zelensky. Pourquoi? Parce que Poroshenko, je viens de le citer, pendant 5 ans, c'est corruption, guerre, pauvreté, voilà, il a fait 24%. Et puis ce Zelensky, c'est tellement bien fait, il incarne un populisme sympa, il a entretenu quand même du flou sur certains nombres de dossiers, ce qui permet à chacun de s'identifier sur ce qui l'intéresse, en oubliant les autres éléments du programme. Et puis il a été bien aidé par la série à succès Serviteur du peuple, dans laquelle il incarne un professeur d'histoire qui est propulsé président pour nettoyer le pays de la corruption. Donc franchement, c'est fantastique, c'est génial. Donc c'est un populisme sympa, pro-européen, qui ne cherche pas le clivage, mais le rassemblement d'une Ukraine aux identités morcelées. Et c'est montré très précis en disant sa volonté de cesser l'ukrainisation linguistique et culturelle menée par Poroshenko. C'est pour ça que les gens votaient pour lui au départ. Ils n'ont pas voté pour la guerre. Parce que, voilà, il veut réintégrer les populations du Donbass en versant les pensions aux retraités des territoires de l'Est qui sont sous le contrôle des séparatistes pro-russes. Voilà, il dit, bon, écoutez, non, il n'y a pas on va essayer d'aplanir ça, c'est bon. Voilà. Et vous allez voir, franchement, il joue son rôle, quoi. Donc, le jeune Zelensky, avant qu'il ne vende son âme peut-être aux néoconservateurs américains, je ne sais pas, à l'époque, donc, c'est mot pour mot, il s'élève contre la haine des Russes dans le Donbass. Il a l'habitude de publier des billets humoristiques en russe. Il explique que si les habitants du Donbass oriental et de la Crimée veulent parler russe, alors laissez-les tranquilles. Laissons-les tranquilles. La Russie et l'Ukraine sont des peuples frères. Nous sommes d'une même couleur, d'un même sang. Je connais des millions de personnes qui vivent en Russie et qui sont merveilleuses. Voilà. Donc, il jouait un rôle qu'on lui avait peut-être préparé depuis longtemps. Il devait impérativement gagner les élections. Il les a gagnées. Est-ce qu'il était faux et menteur dans ce qu'il disait? Je ne sais pas. En tous les cas, il s'est passé exactement le contraire et les choses ont empiré. Peut-être avec l'action des Américains qui cherchent toujours à avancer des pions le plus près possible de la Russie pour qu'ils soient vraiment, les États-Unis soient le leader mondial et qu'aucune autre puissance ne puisse s'élever contre elle. Voilà, bref. Mais écoutez bien, c'est fantastique, comme on peut promettre certaines choses. Enfin bon, quand on voit tout ce qu'a dit Macron, et comme on peut promettre certaines choses et faire systématiquement le contraire. Allez, à la suite de ça, et puis merci et partagez, mais je pense que c'est très intéressant. Au revoir. И в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. И я люблю эту страну. И не хочу быть частью другой страны. Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, я знаю тысячи людей, которые живут в России, замечательные люди, мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем, независимо от языка.